Donc vous avez dit plein de choses très positives, donc je vais me contenter simplement de poser une question sur quelque chose qui, dans cet ensemble, m'inquiète quand même, dans ce que vous avez dit concernant le fait majoritaire musulman en Tunisie et je dirais tout ce qui se traduit dans le projet de constitution à cet égard. Alors je vous poserai une question qui peut-être est symbolique, mais qui peut en même temps regrouper aussi toute une problématique. Est-ce que le projet de constitution tel que vous pensez qu'il pourrait aboutir permettra demain à une Tunisienne, on va dire d'origine musulmane, pour simplifier, de se marier avec un juif en Tunisie? Je suis là. Voilà, je suis là. Je pense que vraiment la solution pour la Tunisie, c'est vraiment une Tunisie démocratique, laïque. Je pense à Tahar Hussein, philosophe égyptien des années 50, qui disait déjà « Seules les femmes émancipées et engagées engendreront des sociétés d'hommes libres. » Voilà. Maintenant, après ces paroles, je voulais vous dire, je vis en France, je vis en Europe. Donc je vois la télévision, je lis la presse, Facebook, les réseaux sociaux et autres. Moi, je ne me voile pas la face, voilà ce que je ressens. Je ressens une radicalisation, une islamisation de la Tunisie. Je connais le Maghreb. L'islam du Maghreb est un islam ouvert, souple, l'islam de mes grands-parents, de mes parents. Ça, c'est un islam salafiste, wahhabite. Il faut poser les noms sur les noms, ça n'engage que moi, qui nous vient d'Arabie Saoudite, qui nous vient de tous les pays du Golfe, et ça n'a rien à voir avec notre culture. Moi, entre guillemets, je flippe quand on dit que des gamines de 6, 8, 10 ans sont mariées sous mariage en Tunisie temporaire. Donc on sait ce que c'est qu'un mariage temporaire. On a des rapports sexuels avec la personne, donc la gamine de 8, 10, 12 ans. On la garde, on la jette comme un Kleenex, voilà. Les salafistes ouvrent de plus en plus d'écoles, de jardins d'enfants sous couvert de droit privé. Et on demande là aux gamines de 6, 8, 10 ans de se voiler. Voilà, il y aurait, comme vous disiez tout à l'heure, Maya, plein d'exemples. Donc ça ne ressemble pas à la Tunisie que je connais, à la Tunisie voilà, que l'on a connue. Voilà, et je redis, Tunisie laïque, libre, démocratique. Séparation de la religion. Bonjour, Bruno. J'ai été très intéressé par votre exposé. C'était très optimiste aussi, ça réconforte un peu parce que par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Mais en même temps, certaines de vos réponses m'ont inquiété, me posent problème. Je vais essayer de très bref. Bon, je sais qu'il y en a qui commencent à craindre quand ils entendent ça. Oui, je sais. Voilà, quand vous décrivez la Tunisie d'après le printemps, moi il me vient une forte image de ce que je connais de mon histoire d'Europe en Allemagne dans les années 30. C'est-à-dire que, à mon sens, nous avons des forces démocratiques qui sont divisées. J'avais entendu un chiffre extraordinaire en termes de nombre de partis au moment des élections qui ont mis Ennahda au pouvoir. Et fatalement, le seul parti qui était structuré est arrivé au pouvoir, et ce n'était pas forcément celui que vous souhaitiez, que les démocraties occidentales souhaitaient aussi, mais les démocraties occidentales n'ont finalement pas à souhaiter. Il y a quand même, à mon sens, l'importance de l'indépendance des pays et de leur choix. Bon, ceci posé, on a un souci, parce que quand vous me dites qu'on reconnaît la religion, l'islam, comme, bon, peut-être pas religion d'État, vous n'avez pas employé ce terme, mais, disons, fondement, c'est ennuyeux. Quand vous parlez d'enfants qui sont voilés, mais écoutez, toute proportion gardée, mais toute chose étant égale par ailleurs, c'est leur donner l'habitude très tôt d'un certain nombre de comportements, et ça s'appelait les Hitlerjugend à une époque, les jeunesses hitlériennes.
Et ces braves enfants, un jour, pourront peut-être dénoncer leurs parents de n'avoir pas des comportements cohérents. Quand le monsieur pose la question parce qu'il se sent obligé de la poser, pourra-t-il y avoir des mariages entre donc, des musulmans et des juifs? Mais nous avions, toujours en Allemagne, les Mischling, c'est-à-dire le dévoiement. Et je pourrais continuer comme ça une liste qui me permettrait d'établir un parallèle extrêmement inquiétant et en même temps d'expliquer pourquoi l'extrême droite en Europe n'a pas autant que ça une dureté pour cette forme d'islam. Attention, je ne veux pas assimiler l'islam, mais pour cette forme d'islam. Parce que l'extrême droite se reconnaît dans ce genre de choses. Nous avons nos intégristes. Actuellement, avec le mariage pour tous, je peux vous assurer que si vous les écoutez, ça vous fait tilt. Hein. Donc en fait, tous ces braves gens se rejoignent. Et alors la question que je voudrais poser est la suivante. Quelle stratégie est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en œuvre, je serais tenté de dire, dans l'Euro-Méditerranée, pour s'opposer de façon vigoureuse, coordonnée, est nécessaire pour faire prévaloir sur ce que moi je n'hésite pas à appeler le retour de l'obscurantisme, de façon à faire prévaloir, écoutez ce qu'on a appelé à une époque les Lumières. Voilà. Comment peut-on faire? Merci. Alors, c'est les mêmes préoccupations en fait. Hein, sous la houlette de la relation religion politique, religion État, et donc religion société. On le sait, cette question n'est jamais dénuée de passion, de par le monde. Et cette question a été traitée et tranchée de manière différente, selon qu'on soit dans ce pays ou l'autre. Il y a l'Europe du Nord, il y a l'expérience anglo-saxonne et il y a l'expérience française. Ce n'est pas les mêmes expériences. Et c'est un enrichissement pour nous. Personnellement, je pense que l'humanité est un éternel enrichissement mutuel. Et donc, ce qui a demandé à la France pour justement stabiliser sa République ne devra pas nous demander, on ne devra pas passer la même durée parce que nous sommes censés tirer les leçons des uns et des autres. Effectivement, le temps presse maintenant, si on va passer. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Au 3e mois, au 4e mois de la Révolution, je reçois au parti les ambassadeurs des pays de l'Europe de l'Est ayant connu transition démocratique. Dans 2 femmes ambassadrices, comme toujours, il y a des complicités femmes. On a commencé à discuter de la situation. Alors l'une des amies m'a parlé de 8 ans difficiles de transition démocratique. J'ai dit 8 ans? Mon Dieu, c'est trop long. Nous, on est en 3e mois, dans 6 mois, tout sera extrêmement résolu. Et voilà, nous en sommes à notre 3e année. Là, je comprends mieux ce que ça veut dire une transition difficile. Donc cette question doit être dénuée de passion et doit s'enrichir des expériences des uns et des autres. Notamment de comprendre le concept de laïcité et de comprendre le concept de neutralité de l'État. C'est pas la même chose. Et les 2 concepts ont leurs points forts et leurs points faibles. Également, en tout cas politique que je suis, je cherche des concepts, à mettre en application des concepts qui soient en harmonie avec le développement de la société, en continuité justement avec notre passé glorieux. C'est notre islam, c'est notre histoire, comme vous le disiez si bien, cet islam qui a connu bien de femmes militantes, politiques, sociales, etc. Khaïdine Becha, cela fait plus de 2 siècles qu'il a été en Tunisie, qu'il a prôné l'enseignement, l'ouverture, etc., qu'il a brillé pas uniquement sur la Tunisie, mais également sur l'Égypte. Donc, c'est de cet islam-là que nous voulons, sur cet islam-là, ou avec cet islam-là, que nous voulons nous développer. Il est vrai que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être très optimistes. Un politique ne peut être qu'optimiste. Un citoyen aussi, je pense.
nous pouvons prôner le modernisme que nous voulons, nous ne sommes pas seuls. Donc la Constitution, je conviens avec tous mes amis, qu'il faut être très rigoureux parce qu'il ne s'agit pas de notre interprétation, de notre lecture, mais de la lecture des uns et des autres, et surtout ceux qui prennent le retour à l'obscurantisme, il faut le dire, ou l'instauration de l'obscurantisme, parce que le retour, il faudra savoir retour à quoi, hein, parce que certains retours ne manquent pas de capacité thérapeutique. En tous les cas, c'est pour cela qu'il faut tout simplement se parer de garanties. Donc, une des garanties, c'est que ce soit stipulé, ça on l'a ajouté dans la troisième round de débat dans la Constitution, que ce soit stipulé clairement le droit de culte et de conscience, pas uniquement de culte, de conscience. Ça, on a eu un grand débat au sein des commissions, finalement on a eu gain de cause au sein de la commission. Maintenant la plénière, c'est un autre combat. C'est ça la Constitution, c'est les orientations. Et je pense que nous, politiques, et nous, associations, et nous, amis des deux rives, des deux côtés de la rive, des deux rives de la Méditerranée, je pense qu'on est appelé à instaurer des relations apaisées avec le religieux et la religion. Je vous avoue qu'au lendemain du 23 octobre, où les tiraillements étaient très forts et trop forts, nous avons prêté le flanc, comme on dit, aux islamistes par notre discours qui donnait l'impression d'être, coupé de la réalité et de notre population. Ce qui a donné lieu à un repli identitaire. C'est une question de communication, parce que nous sommes, en tout cas je parle de beaucoup du camp démocratique, de beaucoup de composantes du camp démocratique. Nous sommes très populaires, nous sommes enracinés, nous avons un discours assez apaisé, assez modéré, on va dire, mais eux, ils ont eu un repli identitaire, nous avons eu un repli, ce que j'appellerais un repli moderniste, qui ne reflète pas la réalité. Donc je crois qu'il y a un travail, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire, entre autres, et nous devons tous faire un effort et un travail sur nous-mêmes, dans le sens politique du terme, et sociétal du terme aussi, pour instaurer une relation apaisée avec la religion, garantissant cela dans la Constitution et poursuivant le combat sur le plan sociétal et législatif pour que, justement, les religions cohabitent et que les mariages puissent avoir lieu. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à un juif tunisien, Georges Had, qui a appris aux Tunisiens à contribuer, on va dire, pour relativiser, à contribuer à apprendre aux Tunisiens la différence entre sionisme et être juif et être sioniste. Et ce militant nationaliste tunisien pour la cause palestinienne, pour les libertés, a été de tous les combats démocratiques, de tous les combats nationalistes. Donc hommage soit rendu à Georges Had. Et ces valeurs-là, d'ouverture et, je n'ose pas dire cohabitation, parce que c'est comme si on était différents. Nous sommes tous citoyens du monde, nous sommes tous tunisiens, et nous sommes tous respectueux du religieux et de la religion. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, et le combat est constitutionnel, sociétal et très très fortement, je le dis, législatif. Ici et là, pour lesquels j'appelle tous les Tunisiens et surtout les associations, etc., à ne pas les considérer comme actes isolés. Mais je vous avoue que je n'ai jamais entendu parler de mariage de 6 ans et de 8 ans de filles. Je n'ai pas. Si vous avez la preuve, donnez-moi cette preuve. Les mariages coutumiers. Non, les mariages coutumiers, ce n'est pas un mariage avec une fillette de 6 ans et 8 ans. Les mariages coutumiers, nous sommes en train de mener campagne contre les mariages coutumiers, mais c'est autre chose. Se marier avec une fille de 6 ans, ce n'est pas uniquement un mariage coutumier, c'est un double crime. Voilà. C'est de la pédophilie. Moi, je sais que j'ai tiré là-dessus. De la pédophilie. Oui, bonsoir May. Donc, moi j'ai fait 10 km pour venir te rejoindre parce que je n'ai pas pu
être parmi vous hier soir. Je viens de Toulon, à Zdin. Donc, et j'en profite pour poser une question importante, tenant compte de la présence de nos amis du PS et de la question des alliances. Vous avez bien caractérisé la situation en Tunisie en parlant d'actes isolés, mais par stratégie, et vous avez parlé de dictature rampante. En étude, les gouvernements occidentaux se sont tus devant les dictatures, et notamment celle de Ben Ali, en principe. Alors aujourd'hui, nos leaders, notre président, la Troïka, se revendiquent d'être des partis de gauche, des partis laïques, et ils viennent nous le dire ici en France. Donc, ça c'est important. Donc, ces partis qui sont démocratiques, ils ont des alliances, ils ont des stratégies. Est-ce que nous, à la veille d'un départ de Hollande qui va partir en Tunisie, est-ce qu'on soutient le parti du Tekel de Ben Jafar qui a des fortes relations avec le PS? Donc, que faut-il faire? Est-ce que le PS a un travail à faire à l'intérieur pour dire quelles sont les vérités sur les laïcs et sur les démocraties? Peut-on être laïque et soutenir des dictatures rampantes? Donc aujourd'hui, peut-on se taire devant des dictatures qui sont en train de naître? Ça, c'est une question PS. Alors, ça c'est une question pour moi. Malheureusement, je n'ai pas la réponse parce qu'en matière de politique étrangère, je ne suis pas du tout au fait. Moi, je suis là, secrétaire à l'EST. Mais je ne sais pas si quelqu'un parmi nos élus a une réponse à apporter. Si. D'abord, bienvenue à Nice. Vraiment sympa de participer. Merci pour la question parce qu'elle n'est pas facile. Je tente de te répondre, bien que je n'ai pas suffisamment les moyens là-dessus. Qu'est-ce qu'a dit notre intervenant tout à l'heure? Il est important que chaque pays soit émancipé et autonome dans sa politique. Ça, c'est la première des choses. Et rappelle-toi, en tout cas, le PS et la France tentent d'essayer de laisser un mouvement qui est encore tout jeune. Ça fait que 3 ans, hein, tu as bien dit. Et j'aurai une question tout à l'heure à te poser là-dessus. Je pense que la première des choses, c'est que d'abord déjà, il y a une discussion nationale en Tunisie. Et cette discussion, elle se fait autour d'un certain nombre de tables. Il y a un certain nombre de partis politiques. Un certain nombre de partis politiques ne boycottent pas les autres partis politiques que tu soulignes toi, en disant qu'ils envisagent une dictature rampante. Donc il n'y a pas de raison que nous, en tout cas au PS, et notamment notre François Hollande, se mette lui-même à décider de faire ce que les autres ne font pas. Je ne sais pas si je ne vais pas... Oui, alors au niveau de la question qui est en 2 temps, j'ai cru comprendre. D'une part, la question des démocraties, entre guillemets, occidentales, finalement européennes, par rapport à ce qui s'est passé dans la sphère politique, on va dire, au Maghreb, et pendant des années, si j'ai bien compris. Donc ça, il faut voir avec Annie Marie, je ne sais pas répondre. Par contre, effectivement, on va être très clair. Sur, effectivement, ce qui est intéressant dans la question, et ce qui a été dit, c'est de quelle façon nous, on peut, au niveau du Parti Socialiste, je parle de ça, puisque je suis élu du Parti Socialiste, de quelle façon nous, on va prendre cette pleine mesure, ce qui a déjà été fait d'ailleurs, en accompagnant, non seulement dans le respect des uns et des autres, mais en portant des valeurs qui sont identiques. On est avant tout des internationalistes féministes, ne l'oublions jamais. C'est que les socialistes, qu'ils soient tunisiens, et merci encore à toi d'être là, merci Fouzia de nous permettre de se rencontrer, je veux dire, on a quand même des valeurs et un socle commun. Pour ce qui concerne les relations, parce que c'est un petit peu ça, hein, le deuxième temps, qui vont se faire avec la France.
Laissons faire depuis 8 mois, 9 mois maintenant François Hollande, et je crois que Fabius le fait de façon extrêmement bien, à savoir les rencontres, les droits des uns et des autres, votre droit à vous, puisque c'est vous qui avez en charge effectivement la propriété. Quand je dis la propriété, c'est parce que tout à l'heure tu as parlé de la nation d'un côté, me semble-t-il, hein, tu as dit au départ, nous sommes effectivement socialistes, mais nous sommes à un moment donné aussi dans une stratégie, ça appartient aux Tunisiens. C'est à vous, effectivement, de le porter. On n'est pas là pour l'interpréter, on n'est pas là pour rentrer à l'intérieur d'une politique, quelle qu'elle soit. Donc les inquiétudes, je ne pense pas qu'il y ait à en avoir. Je pense tout simplement que François Hollande porte sa politique avec Laurent Fabius. Je pense que la Tunisie non seulement est un grand peuple, mais on ne va pas se le faire entre nous, on le sait, que toutes ces valeurs seront portées. Nous sommes ici pour l'instant et on vit ensemble dans le cadre d'un pays laïque. Il y a des questionnements qui se font dans d'autres domaines, notamment religieux et notamment sur les problèmes de la femme, qui ont été extrêmement bien relatés, mais aussi dans les problèmes de l'entreprise. On pourra en parler, je ne sais pas. Il y a peut-être plus d'égalité d'ailleurs en Tunisie au niveau de l'entreprise que ce qu'il y en a en France. Sur l'égalité salariale en particulier. Voilà. Je vais continuer sur cette question, s'il vous plaît, et faire un éclaircissement. Je suis d'accord avec Asdine sur ce point. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Internationale socialiste, ou bien un des partis de la Troïka, appartient à l'Internationale socialiste. Comme RCD d'ailleurs. Donc ce parti-là, aujourd'hui, soutient la Troïka et un des éléments fondateurs de la Troïka. Nous sommes nombreux ici, moi la première, à appartenir à un autre parti qui est progressiste, qui ne soutient pas les partis dits extrémistes. Et je ne peux pas, moi, en tant que PS en France, me regarder aujourd'hui parce que mon parti soutient un autre parti qui est de la droite. Il faut que nous-mêmes militants prenions une décision et dénonçons ce qui se passe. Moi, je le dénonce à mon titre, je le dénonce en disant ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'accepter cela. On peut prendre position, il ne faut pas attendre que les leaders le prennent. Nous, en tant que militants, où est notre place aujourd'hui? Et surtout l'éducation de moi. C'est une question qui a mené le débat. Alors, je crois qu'il y avait une demande ici, madame. Alors, j'aimerais réagir, madame, s'il vous plaît, en tant que tunisienne d'abord et française après. Vous dites, je n'appartiens pas à aucun parti politique français, j'ai mes opinions, mais je ne suis pas du tout engagée politiquement. Dire que la faute est à Alliot Marie, c'est un peu caricaturer les choses, parce que je ne crois pas que le PS ait pris beaucoup de positions à l'époque. La deuxième chose qui me choque en tant que Française et qui m'a rendue encore plus désengagée en France, c'est que, à l'ère de la gauche, Monsieur le Président de la République provisoire tunisien est reçu pas plus tard que hier ou avant-hier comme une grande sommité intellectuelle, alors que Monsieur le Président aurait autre chose à faire que d'écrire un livre et de venir le promouvoir en France. Je crois que les soucis sont bien plus importants, et c'est la gauche française qui l'a fait. C'est le Parti socialiste, qui était majoritaire au Parlement, qui a permis à ce même président de s'adresser très longuement au Parlement. Il a été chaleureusement accueilli, et je crois que seul Manuel Valls a boycotté, reçu au Parlement européen, soutenu par les socialistes. Alors madame, aujourd'hui, il faut choisir votre camp. Soit les socialistes soutiennent ceux qui réellement, comme ceux que vous venez d'entendre, se battent pour une réelle démocratie, soit vous continuez à jouer le double jeu, qui est un langage politique auquel on a l'habitude en France. Alors, on va passer à une autre type de question parce que c'est un autre débat et c'est vraiment pas l'objet de la réunion ici aujourd'hui. Je comprends votre question.
On a différentes sensibilités au PS. Aujourd'hui, en termes de discussion, on ne peut pas se couper des discussions avec les différents interlocuteurs qu'on a en Tunisie. On sait que la situation est très difficile. Donc, je ne vais pas me permettre de répondre parce que je n'ai pas suffisamment de compétences pour le faire. Mais si vous voulez, on va recentrer le débat sur le droit des femmes, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Alors derrière, monsieur à gauche. Voilà. Bonjour. Et une autre devant, et tout à l'heure Bruno et encore. Et donc fais court Bruno parce que tu as déjà pris la parole. Bonjour Madame Maëlle, merci pour votre visite. Ma question serait plutôt sur la coalition que vous en avez parlé tout à l'heure. Et à ce que j'ai bien compris, vous êtes pour des listes qui sont communes et une personne qui représente la coalition. Les inquiétudes ici, c'est par rapport à vous. La coalition, c'est bien sûr Jomouri, Massal et Unidad Tunis. Vous n'avez pas vraiment les mêmes, les mêmes politiques économiques et les mêmes politiques. Vous avez les points en commun, c'est plutôt tout ce qui est social, tout ce qui est. Mais après, pour tout ce qui est économique, vous n'avez pas vraiment les mêmes tendances. Et les craintes, c'est après les élections, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que vous allez faire? Parce que de toute façon, dans notre histoire, on a eu des coalitions de cette façon et ça n'a pas trop marché, donc c'est un peu inquiétant aussi. Merci. Une question ici, et puis après on laisse Maya répondre et on va conclure parce qu'on doit libérer la salle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Bachir. J'aurais souhaité poser une question à Madame Maïcheli. La position aujourd'hui de la Tunisie, le Qatar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position de la Tunisie, le Qatar. Voilà, je pense que c'est l'entrée de beaucoup de problèmes. À mon sens, c'est mon point de vue personnel. Et la deuxième question, c'est la situation de l'éducation nationale en Tunisie. Parce qu'on parle de beaucoup de choses et on a tendance à oublier aussi l'éducation nationale. Donc j'aurais souhaité avoir plus de détails sur ces deux sujets, s'il vous plaît. Merci. Alors, encore une question ici. Donc, si tu as une question, vas-y, Patricia, et derrière la dame, et puis on arrive. Alors bonsoir, je suis Patricia Aglaé, je suis présidente d'une association qui s'appelle Women's Life et nous avons la prétention de vouloir défendre toutes les femmes, voilées, non voilées, en string, les seins nus, on s'en fiche. À partir du moment où, pardon de dire crûment, elles ont un vagin, ce sont des femmes. Voilà. Je fais référence notamment au monologue du vagin de Eve Esler, qui a parfaitement défendu toutes les femmes et on essaie de faire un tout petit peu la même chose ici à Nice. Ma question est, quel visage donnez-vous à la femme féministe arabe pour demain? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément en Occident, qui sont voilées, qui défendent les droits des femmes. Il y a des femmes musulmanes qui ne sont pas voilées, qui défendent aussi les droits des femmes. Et moi j'aimerais dire, je fais partie, je pense, d'une nouvelle génération où on peut très bien être musulmane, voilée, défendre les droits des femmes. On peut très bien être en string et quand même défendre les droits des femmes. Je fais référence notamment à cette petite, ce petit happening qu'il y a eu devant la mosquée de Paris de Femen. Je trouve ça un peu dommage parce que la femme musulmane voilée n'est pas une idiote. Elle a un cerveau, elle sait s'en servir, elle éduque parfaitement ses enfants, et il faut le dire. Aujourd'hui, en Occident, on a, vous l'avez dit, un discours très brûlant sur le voile, très très brûlant. C'est très difficile, et je peux en témoigner puisque nous avons organisé une régate pour les droits des femmes. Nous avons fait naviguer des féministes voilées tunisiennes, et que nous avons été fustigées, je dis bien fustigées, par beaucoup d'associations féminines, parce que nous les avons fait naviguer. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir quel est le visage de la femme féministe arabe, et politique aussi, pour demain. Bonjour, Madame Nasri. Je voulais vous remercier d'être là. Moi, ce n'est pas une question. Moi, c'est comme Martin Luther King, I have a dream. Ce que j'espère, c'est qu'aux prochaines élections, puisqu'il va y avoir des élections,
Ce que j'espère réellement, c'est que les femmes tunisiennes, donc de nationalité tunisienne, binationale puisqu'elles ont le droit de vote, c'est que cette fois-ci, elles décident de s'offrir un avenir, on va dire, coloré, plutôt qu'obscur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'immigration, je suis mariée à un Tunisien. Quand j'ai épousé un Tunisien, j'ai épousé la Tunisie. Et je ne la reconnais plus. Et ça me rend malade. Parce que j'ai vu la culture, j'ai vu la rue. Il est issu d'une région, comme vous dites, déshéritée, Kasserine. La famille de mon mari est intervenue très très fort au niveau des jeunes au moment des événements. Ils m'ont fait passer des images par Anonymous que j'ai pu diffuser. Et c'était très important pour eux. Des femmes analphabètes de ma famille, parce que la famille de mon mari, ma famille, refusent qu'on leur enlève le droit, même si elles ont un foulard sur la tête, d'avorter s'il le faut, que leur fille puisse avorter. Elles fonctionnent dans des plannings familiaux. Donc depuis toujours, elles bougent, elles sont des campagnes, elle est analphabète, et pourtant elle va de partout. Elle a un combat. Donc elle me dit, je ne veux pas que mes filles retournent dans une époque qui n'existe plus. Il faut vivre avec son temps, c'est une analphabète. Donc moi je demande aux femmes, réellement j'espère, j'ai un espoir très fort, je suis une syndicaliste convaincue, je combats dans des associations depuis l'âge de 15 ans, je me suis toujours mobilisée, je suis une femme engagée, donc moi je demande aux Tunisiennes, ici déjà dans la région, parce que c'est très important les Tunisiennes, c'est une population importante, qu'elles sachent comment voter, peut-être en faisant abstraction d'elles-mêmes, mais en pensant aux femmes qui sont de l'autre côté. Et c'est très important. Parce qu'elles, si ça ne va pas, comme je dis toujours, elles ont le choix. Elles ont un passeport français, italien, allemand, hollandais dans la poche, une carte bancaire et elles prennent l'avion. Celles qui sont là-bas ne pourront pas le faire. Donc, faites le bon choix. Merci. Vous allez répondre aux différentes questions. Bravo. Et puis après, on conclut. Je suis très émue par ces messages de solidarité et d'espoir et de détermination que j'ai ressentis ici et là, dans chaque intervention réellement. Et c'est ce qui me donne cette force de continuer, pas moi, personne, mais nous, Tunisiens, partis, associations, etc. C'est de cela que puise notre force. Vraiment, merci. Effectivement, we have a dream. Nous avons ce rêve, et ce rêve, forcément, va être traduit en réalité. Il le sera, certainement. Alors, très brièvement, vous avez parlé d'ailleurs de refus, de retour à une époque qui n'existe plus. Et effectivement, moi je parlerai de l'islam de cette époque, pas de l'époque de je ne sais quoi. C'est ça les relations apaisées ou de sérénité auxquelles j'appelle pour la relation avec l'islam. Ça m'amène à parler de la femme tunisienne. Madame, j'étais très particulièrement intéressée, interpellée par votre témoignage sur votre expérience d'association, etc., et de relation avec les différentes femmes. Justement, moi je suis de celles qui disent qu'il n'y a pas une femme tunisienne, il y a des femmes tunisiennes, tout simplement. Et j'ai le plaisir, l'honneur, tout ce que vous voulez, de faire partie, d'être d'un parti qui a défendu le voile. Et du temps de Ben Ali, lorsqu'il y avait campagne contre le voile, en sortait notre journal avec manchette le droit au voile. C'est un droit au voile quand il s'agit d'un choix. Quand il s'agit de l'application, c'est une autre chose. Donc c'est le droit vestimentaire. Et celui qui force le fait d'enlever le voile, c'est exactement sur le même plan celui qui force le port du voile. Et ça risque de choquer certains. Dans mon parti, nous avons des femmes voilées, féministes, militantes, etc. Et elles ont existé, même du temps de Ben Ali. Je me souviens, lorsqu'on se battait dans le sens physique du terme, lorsqu'on imposait des manifestations dans lesquelles on se faisait tabasser, ces jeunes filles, ces femmes se faisaient tabasser par les flics, elles sont voilées. On pourrait imaginer une femme voilée qui ne se donne pas ce genre d'exercice physique
en fait, donc, je crois qu'on devra faire l'effort, tous et toutes, de sortir de ce carcan un peu trop stéréotypé. Je peux parler d'autres. Et de couper avec le repli moderniste. Il y a un repli identitaire, il y a de l'autre côté un repli moderniste. C'est quoi être féministe ou femme du monde arabe du XXIe siècle? C'est vivre sa féminité dans la stérilité, c'est être citoyenne à part entière, c'est être libre, et c'est prétendre à tous les postes de commandement où qu'ils soient et quels qu'ils soient. C'est ça, c'est la citoyenneté pour moi, être féministe, c'est être pour les valeurs de citoyenneté. On ne peut pas être démocrate, ne pas être féministe. Et après, on porte le voile, on ne le porte pas, c'est secondaire. Personnellement, je peux avoir un avis sur le voile. Si j'étais convaincue du voile, je l'aurais porté. Je ne suis pas convaincue du voile personnellement, mais je donnerai ma vie pour défendre le droit au voile. Ça, c'est une autre position qui risquerait de choquer, mais je n'ai pas appris à me dérouler. Je ne suis pas de ceux qui brûlent les drapeaux des autres nations, autre qu'un seul drapeau que je ne connais pas. Donc brûler le drapeau de Qatar n'est pas un acte que je défendrai. Nous n'avons aucun problème avec les citoyens de tel ou tel pays, de surcroît d'un pays arabe avec lequel nous partageons beaucoup. Nous avons des problèmes avec des tendances hégémonistes. Nous avons des problèmes avec des tendances de tel ou tel État à soutenir justement un parti au pouvoir qui lui-même tend à l'hégémonie et qui lui-même tend à posséder l'État, je le répète. Donc, ne mélangeons pas les genres et n'instaurons pas une culture du refus de l'autre. Il faut être inclusif et non exclusif, c'est ça la démocratie, il faut être ouvert. Et être ouvert, ce n'est pas être ouvert sur une partie du monde et pas sur l'autre. Donc, ne mélangeons pas les genres. Lorsque ceux qui sont au gouvernement veulent nous imposer des accords ou des rapprochements politiques ou autres, faisons la part des choses, étudiant la nature de ce rapprochement. S'il est bénéfique pour la Tunisie, nous le défendrons. S'il n'est pas bénéfique pour la Tunisie, nous exercerons notre rôle d'opposition. L'éducation nationale, oui, c'est un grand chantier. Tout est chantier en Tunisie. Tout est chantier. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la hiérarchisation et de la complémentarité. Il y a des chantiers qui peuvent être menés ou entamés par la société civile, par les associations, par les syndicats, d'autres par les politiques. Nous devons nous partager la tâche, si j'ose dire, pour être complémentaires parce que tout est chantier et nous sommes contraints de prioriser. L'alliance, je ne pense pas, et ça c'est un avis personnel, que le problème, si problème il y a, réside dans les différentes approches, dans les différentes visions économiques. Nous pouvons nous rapprocher de visions économiques assez rapprochées. Maintenant, nous vivons dans des partis démocrates, ouverts, pluriels. Dans mon parti, nous défendons l'initiative privée, défendant le rôle de l'État, mais le dosage ou mettre le curseur peut varier d'un militant à l'autre. Donc nous avons des sensibilités, parlant de choix économiques et sociaux, nous avons des sensibilités assez différentes et assez enrichissantes. L'orientation fondamentale est la même, mais les sensibilités sont différentes. Je dis cela pour dire que cette pluralité peut exister au sein d'un des partis, mais également avec les autres partis avec lesquels nous sommes en alliance. Et ne sont pas uniquement les trois partis que vous avez cités, j'y ajouterai le Parti socialiste et le Parti du travail, nationaliste démocratique. La question est peut-être plus politique et plus complexe que cela. Cela a trait aux approches politiques du moment,
aux tactiques électoralistes et à certaines lectures de la situation politique. Cela est c'est nécessaire à trancher pour entamer les élections d'une manière unifiée. Je ne pourrais pas, à ce stade de débat, parler de position par rapport aux listes communes, aux listes coordonnées, aux formules et aux versions qu'on va adopter pour les élections. Nous en sommes à la phase d'approfondir le débat pour rapprocher les lectures de la situation politique, de ce qu'exige cette situation, et au cas échéant, de nous mettre d'accord sur la manière de dissiper malentendus ou divergences. Ça a l'air d'être langue de bois, c'est pour dire que les choses n'ont pas encore bien avancé et que nous sommes déterminés à approfondir le débat pour les faire avancer dans le bon sens, c'est-à-dire l'union du camp démocratique. Voilà. Peut-être pour clore, permettez-moi aussi de dire que je suis très heureuse de cet échange pluriel, franc et qui interpelle. Et personnellement, j'aime les débats qui m'interpellent. Je n'aime pas les débats qui sont dans le même sens, parce que je rentrerai interpellée et donc secouée et donc motivée à chercher solution à mes défaillances. Merci beaucoup. L'objet de la réunion, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, on a apporté la preuve par la tenue de cette réunion que les liens sont là et qu'on est tous dans l'action politique, parce que la seule présence et le seul intérêt d'être là, c'est qu'on fait tous de la politique sans le savoir. Voilà, merci. Avant de clore et de vous dire merci et au revoir. J'ai une question. Oui, on doit rendre la salle. Je suis navrée, il est 5 heures, on doit rendre la salle. Donc on a des obligations vis-à-vis. J'ai juste une question à poser Allez-y. Vous me répondez oui ou non. Est-ce que être musulman, être chrétien, être juif, c'est un crime? Non. Non, monsieur. Alors pourquoi tout le monde s'acharne contre le Pourquoi tout le monde s'acharne contre S'il vous plaît, pour ceux qui seront intéressés, une annonce. Donc nous organisons demain un meeting ouvert avec Maïa Jribi à l'hôtel Campani qui se situe à l'Arenas, la salle Nikaya, pour un meeting Jamboui. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, 14h demain au Campani. Merci pour votre attention et à votre